Quel rapport existe-t-il entre la culture et la violence, entre la littérature et la guerre? Qu'est-ce que c'est l'esthétisation de la violence dans la culture moderne? Comment la littérature ukrainienne réagit-elle à la guerre russe qui cherche à détruire, sinon à assimiler tout ce qui est ukrainien? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Ensemble avec Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org, président du PEN Ukraine, nous nous sommes rendus à Paris 8, Saint-Denis, avant de participer au colloque qui s'intitule « Informer, raconter, résister, régime de vérité dans l'Ukraine en guerre ». Volodymyr Yermolenko est intervenu sur le sujet dont le titre est « Violence, guerre, culture », tandis que moi, j'avais pour titre de mon intervention « Dire l'indicible, littérature face à l'abîme ». Dans ce podcast, nous reprenons l'intégralité de ces deux interventions. Chacune dure une vingtaine de minutes. Écoutez. Je vais essayer de parler de violence, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe, bien sûr. Et pour nous, les Ukrainiens, la question de la violence cesse d'être une question théorique. C'est une question très très pratique, c'est une question de notre vie quotidienne. Et nous, les intellectuels ukrainiens, comme on dit toujours, notre profession principale maintenant, c'est d'être citoyen de l'Ukraine, surtout. Avant d'être écrivain, avant d'être philosophe, avant d'être enseignant à l'université. On voyage beaucoup en Ukraine sur le moment. On constate aussi, on fait des documentations de crimes de guerre de la Russie. Et on voit cette violence dans la façon très matérielle. On voit les voitures des civils qui ont été tirées au-dessus par des soldats russes à côté de Boutcha, dans les efforts de s'évacuer et de garder leur famille. On voit les voitures écrasées par des chars russes avec des gens à l'intérieur. On parle avec beaucoup de gens qui ont subi la torture, y compris la torture par électricité. Et avec un homme qu'on a rencontré pas loin de Kharkiv, dans un village qui s'appelle Nechvolodivka, qui nous racontait comment il était torturé par des soldats russes. Et quand il était torturé par l'électricité, les soldats ont dit « on va appeler Poutine ». Donc pour eux, c'est une métaphore d'un appel téléphonique à Poutine. Donc il y a une relation directe entre cette violence très très pratique et cette question et cette légitimité soi-disant politique. On a vu beaucoup de bâtiments qui ont été bombardés par des Russes. On voit très souvent à la ville de Izium, qui est pas loin de Kharkiv, 2 heures de Kharkiv. Et on revient toujours et toujours dans les 2 bâtiments de 5 étages qui ont été bombardés par l'aviation russe, en tuant des gens qui ont été au sous-sol. C'est-à-dire que les bombes étaient si fortes que les gens, quelques dizaines de gens, ont été tués au sous-sol. Et on a parlé avec un homme qui s'appelle Mikhailo, qui a perdu 7 membres de sa famille dans quelques secondes.
7 membres de sa famille, y compris 3 petits-enfants. Et ça fait aussi 1 mois après la frappe qu'il attendait pour découvrir ses corps. Donc imaginez-vous cette horreur de perdre les membres de la famille et puis attendre plus qu'1 mois pour retrouver des corps. On a aussi assisté à un comportement absolument inhumain avec des prisonniers de guerre. Il y avait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, sur des castrations, sur des exécutions. Et je vais juste évoquer aussi le nom de notre ami, qui s'appelle Maxim Butkevich, qui est un activiste des droits de l'homme en Ukraine, qui est un pacifiste de son point de vue plutôt de la gauche, qui est devenu volontaire dans cette guerre, qui était tenu prisonnier de guerre, qui était donné 13 ans de la colonie dans la région occupée par des Russes de la région de Luhansk. Récemment, il y a quelques jours, 13 ans, pour rien. Donc, pour des évidences fabriquées. Et il y a quelques jours, on a appris qu'il est transporté, on ne sait pas où. Donc on ne sait pas où il y a sa localité maintenant. Et les lettres qu'on lui envoie reviennent avec une stampe « Il n'est pas permis d'avoir des lettres ». Donc Constantin parlait de Goulag. Je pense qu'à partir de 2014, on a commencé ce discours qu'il y a le nouveau Goulag. On assiste à un nouveau Goulag. Et c'est très important qu'on en parle. On assiste aussi sur les attaques contre des foules de gens. On était à Kherson au mois de décembre l'année dernière. Kherson, c'est une ville très dangereuse parce que les Russes sont de l'autre côté de Dnipro. Et juste un jour avant, les Russes ont frappé la foule des gens dans un marché. On était à Kramatorsk. On est à Kramatorsk très, très souvent. C'est une ville à l'est de l'Ukraine. La région de Donetsk, c'est une ville où notre amie Victoria Amelina, une écrivaine ukrainienne, a été tuée le 27 juin, la frappe de missile 27 juin cette année, dans un restaurant qu'on a fréquenté aussi très souvent. Mais avant cela, ça c'est aussi évidemment le crime de guerre parce que les Russes ont visé la foule des gens dans un café. Mais avant cela, il y a un autre crime quand ils ont tiré au mois d'avril sur la foule des gens à Kramatorsk qui attendaient au train d'évacuation. Donc il y avait quelques centaines de gens et ils ont tué juste par une frappe, je pense que c'est 62 personnes. Et juste récemment, il y avait une actualité que dans un village de Roza, qui était aussi à la région de Kharkiv, pas loin de Kupiansk, on a été aussi pas loin de cet endroit. La frappe russe a tué une sorte de rassemblement funérailles pour un soldat ukrainien en tuant 52 personnes, mais pour que vous compreniez, à ce moment, c'est une moitié du village. Donc à ce moment, le village était une centaine de personnes et la moitié des gens ont été tués par une seule frappe. Donc pourquoi je vous dis ces exemples? Parce qu'évidemment, quand on parle de la violence, on parle des choses très concrètes. On assiste à ces choses, on parle des choses très concrètes, on parle de témoignages très concrets. Et c'est vrai que je peux continuer cette histoire de façon infinie, tout le temps. Pour nous, la question de violence, c'est la question de la réalité. Donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir avec vous quelle est la relation entre la violence et la culture? Quelle est la relation entre la violence et la réflexion? Parce que
il me semble que dans la culture, parfois, on assiste à une certaine esthétisation de la violence, une certaine esthétique de la violence. Comme quoi la violence devient une sorte de l'imaginaire, une sorte de l'instrument du style. Et je pense que maintenant, c'est très dangereux d'avoir cette esthétisation de la violence. On peut parler de plusieurs exemples. On peut, disons, parler de violence comme une sorte de force de transgression, comme quoi l'esthétique de la violence est une sorte à laquelle on essaye de travailler avec le style littéraire, le style cinématographique. Je pense à l'esthétique des surréalistes, par exemple. Je pense à quelqu'un nomme de la tradition intellectuelle européenne, comme de Sade ou Bataille ou Lautréamont ou d'autres. Donc la violence comme esthétique de franchissement des limites. Et je pense que du côté esthétique, ça c'est très intéressant, mais quand on comprend ce qui est la vraie violence, on devient très critique par rapport à cette esthétique. On peut aussi parler de violence comme séduction. Et là, dans mon dernier livre, qui est paru en Ukraine, qui s'appelle Eros et Psyché, il y a un essai sur Zacher Mazur. Et pour moi, c'est aussi un personnage très intéressant parce qu'il est connecté avec l'Ukraine. Il était né à Lviv, à Lemberg. Donc, un écrivain vraiment brillant, un écrivain autrichien, vraiment très très brillant. On le connaît par l'idée de masochisme, mais je pense que son ampleur est beaucoup plus forte. Mais ce que j'essaie d'analyser, c'est pourquoi les auteurs comme Zacher Mazur, on voit une sorte de... je lui regarde comme une sorte d'antipode de Sade, parce que quand de Sade a injecté la violence dans la sexualité, Zacher Mazur a injecté la sexualité dans la violence. C'est-à-dire qu'il a dit que voilà, il y a ces femmes, surtout des femmes, des personnages féminines, qui viennent de l'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne, et ils sont séductifs par leur capacité de faire une violence extrême, politique, sexuelle, relationnelle, etc. Et moi je pose la question, pourquoi on fait cette esthétique? On peut parler de violence comme exotisme, et pour moi, un grand roman de la littérature française, c'est La Salammbô de Flaubert, que j'adore d'ailleurs, et je pense que pour moi, personnellement, ça c'est le plus grand roman de Flaubert, c'est mes impressions personnelles, mais encore une fois, on voit bien sûr une sorte de l'orientalisme dans l'esthétique de Salammbô, mais aussi une sorte d'exotisation de la violence. Et je pose la question aussi, pourquoi on fait ça? On voit aussi, et là je passe à la littérature ukrainienne, on voit une sorte de regard critique par rapport à la violence. Et ici je pense à Lesse Ukrainka, notre grand poète et dramaturge, et sa pièce sur Don Juan. Donc Lesse Ukrainka a été la première femme qui a écrit une version de Don Juan. C'est un drame magnifique qui s'appelle Kaminy Gospodar, le maître de Pierre, pas l'invité de Pierre, mais le maître de Pierre. Et là, un personnage très important, Donna Anne, qui dit que, je cite un Ukrainien, Nema bez vlady voli. C'est-à-dire, il n'y a pas de liberté sans le pouvoir, il n'y a pas de volonté sans le pouvoir. Et là, dans cette image, dans ce caractère, Lesse Ukrainka il me semble, elle a prévu cette séduction des hommes et des femmes qui exercent le pouvoir extrême et la violence extrême. C'est une sorte de l'image du totalitarisme qui vient au XXe siècle. Donc l'idée de liberté extrême qui implique que j'écrase toute liberté des autres pour ma liberté à moi.
Et c'est très important comment on regarde ça, comment on regarde sur cette sorte de critique de la violence, aussi dans la littérature ukrainienne. Et dernière chose, je pense qu'on a une sorte d'esthétisation de la violence par l'idée que le seul plaisir que je peux avoir, c'est le plaisir par la souffrance des autres. Et il me semble que quand on essaie de comprendre ce qui se passe dans cette guerre, quand on essaie de comprendre aussi l'impunité évoquée par Constantin, il faut vraiment voir une sorte de ce que j'appellerais un sadomasochisme soviétique et un sadomasochisme russe de l'époque poutinienne. Ici, il me semble que c'est très important de voir que la modernité du XXe siècle, la modernité en Union soviétique, la modernité à l'Europe de l'Est, a pris une trajectoire différente de la modernité en Occident. Parce que la modernité en Occident, à partir du début du XXe siècle, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la modernité qui dit on élargit l'espace pour le plaisir, pour l'hédonisme, et on réduit l'espace pour la violence. Tandis que la modernité soviétique disait que non, 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 on élargit l'espace pour la violence aussi, parce que votre plaisir, votre bonheur, c'est dans le futur, c'est dans l'avenir infini. Et il me semble que c'est une façon aussi de regarder l'histoire soviétique, l'histoire du XXe siècle, selon ces lances de la question de l'hédonisme, sadisme et masochisme. Parce que finalement, ça construit un type de gens, ça construit une société qui perçoit la violence comme quelque chose de normal, qui perçoit la violence comme quelque chose de la réalité dans laquelle on vit. Et ce qu'il me semble, c'est que ce sont peut-être des sociologues qui doivent donner la réponse. Ce pas des philosophes, les sociologues de la Russie, de la société russe. Ce qui me semble, c'est que on peut voir cette guerre aussi comme une continuation de certains climats de violence qui existent dans les sociétés post-soviétiques russes, avec l'idée que moi je suis une victime de violence, je ne peux rien faire, je ne suis pas un citoyen, c'est eux qui décident, c'est Poutine qui décide tout, moi je suis vraiment pas moi, mais un citoyen. Et finalement le plaisir n'est pas accessible. Le plaisir, le vrai plaisir humain, le plaisir de communication, le plaisir des relations horizontales n'est pas accessible. La seule chose qui est accessible, c'est la souffrance. Donc la vraie question qu'un être humain pose dans ces situations est comment réduire ma souffrance ou comment faire la situation quand je souffre moins que les autres. Alors, ce qu'il me semble, on ne comprend pas dans la logique de la Russie poutinienne en Occident, c'est que c'est une logique de l'action très contraire à la logique avec laquelle on est habitué, disons, en Europe. Parce qu'en Europe, on est soit dans la logique de jeu avec un sens positif, il y a deux personnes qui sont dans la communication et chaque personne gagne, moi je gagne plus que toi, voilà, c'est le sens de jeu. Ou bien le jeu de somme zéro, c'est-à-dire moi je gagne, tu perds, voilà, c'est la vie. Mais ce qu'on ne comprend pas, il me semble que ce que la Russie poutinienne, c'est plutôt la logique de jeu en somme négative. C'est-à-dire que on est dans une transaction, toi tu perds et moi je perds. Toi tu souffres et moi je souffre. Mais moi je souffre moins que toi. Et le source de plaisir, le seul source de plaisir, c'est que toi tu souffres plus que moi. Et c'est très important de comprendre cela parce que parfois on dit pourquoi les Russes ont attaqué l'Ukraine, c'était clair qu'ils vont perdre beaucoup de gens, etc. Le sens de leur jeu, c'est précisément ça. C'est que, ok, on va perdre quelques centaines de milliers de personnes, mais l'Ukraine va perdre plus. L'Ukraine va souffrir plus que nous.
Et sans qu'on comprenne ces sources culturelles de la violence, je pense qu'on ne comprend pas les sources de tous ces crimes que j'ai évoqués au début de mon intervention. La deuxième chose, et peut-être je vais terminer là-dessus, la deuxième chose, c'est que il y a quelque chose qui dépasse, il me semble, la question russe aujourd'hui. Donc on voit l'élargissement de cette volonté de violence partout dans le monde. Et là, j'évoque Freud, parce que Freud, c'est très bien connu qu'il a parlé de Eros, mais qu'il a aussi parlé de Thanatos. Et il me semble aussi que il faut revenir à ces textes qu'il a écrits dans les années 1920 sur le Thanatos. Vous connaissez bien l'histoire, j'espère. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vais juste dire un mot. C'est que quand la deuxième partie du XXe siècle, c'était la question comment on émancipe l'éros, c'est la question d'émancipation de l'éros, la chose qu'on n'a pas remarquée, c'est que il y a aussi, si Freud a raison, il y a aussi le Thanatos à côté de Eros, c'est peut-être un jour vient que les êtres humains essayent d'émanciper le Thanatos aussi dans leur nature. Et peut-être c'est ça la situation à laquelle on assiste aujourd'hui. On ne parle pas seulement de la guerre, on parle aussi de ce climat de la haine, de l'agression, sur les réseaux sociaux, sur la façon dans laquelle on communique, la façon dans laquelle on voit les sociétés vraiment partagées en deux dans plusieurs pays. Et il me semble que c'est très très dangereux tout cela, et on doit faire vraiment attention à cela. Donc je conclue par dire que notre tâche de culture, c'est réduire l'espace pour la violence, et pas élargir l'espace pour la violence. Pour moi, la question de progrès de la civilisation, si ça existe, c'est la question quand on élargit l'espace de la dignité et réduit l'espace de la violence. Deuxième chose, il faut vraiment terminer avec l'esthétisation de la violence et du mal. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Hannah Arendt quand elle parle de banalité de mal. Je pense qu'il y a aussi un autre danger, c'était esthétisation du mal. Séduction par le mal, séduction par la violence. Je pense qu'il faut terminer avec la séduction de la violence imaginaire. Et il faut comprendre aussi que notre grand adversaire, ce sont des forces qui, effectivement, élargissent l'espace de la violence, et dans leur société et à l'extérieur. Et c'est ça qu'on doit vraiment se battre contre cette séduction par des gens qui élargissent l'espace de la violence. Mais de l'autre côté, il faut lutter contre ces forces avec un esprit de guerrier. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps dans mes textes, c'est que les valeurs européennes, ce sont des valeurs, d'un côté, l'esprit de dialogue, de compréhension, ce que j'appelle l'éthique de Agora, mais de l'autre côté, il y a un autre côté des valeurs européennes, c'est ce que j'appelle l'éthique d'Agon, c'est-à-dire la capacité de faire face à un agresseur et de redécouvrir dans nous-mêmes cet esprit de guerrier qui fait face à l'injustice et à la violence. Merci beaucoup. Aujourd'hui, mon intervention portera sur la littérature ukrainienne aujourd'hui. Et tout d'abord, je devrais vous avouer mon imposture, en quelque sorte, puisque c'est vrai que je suis littéraire. J'enseigne à l'Académie Moïla depuis 15 ans, plus de 15 ans déjà. Je suis doctoresse lettres, mais je ne suis pas pour autant une spécialiste de la littérature ukrainienne. Mais je ne suis non plus une traductrice depuis ukrainien vers le français, mais je vais citer aujourd'hui quelques poèmes, quelques textes que j'avais traduits moi-même uniquement pour vous les communiquer aujourd'hui. Donc, si je parle aujourd'hui au sujet de la littérature ukrainienne
Depuis 24 février 2022, c'est par le sentiment de devoir, c'est par le sentiment de la solidarité, de la fraternité aussi, avec ceux et celles qui ne sont pas avec nous, et vous allez comprendre, ils sont très nombreux et nombreuses. D'ailleurs, fraternité, j'ai évoqué le terme de fraternité, je ne sais pas comment dire ça au féminin, en français, mais voilà, cette fraternité au féminin, elle est très importante, et je la comprends dans le sens de Victoria Amelina que nous avons. Nous nous sommes souvenus de Victoria Amelina hier lors d'une soirée organisée par Columbia University, donc dans le sens qu'il décrit cette fraternité au féminin dans un de ses poèmes, et tous ces morts sont mes morts et tous les survivantes sont mes sœurs. Les réflexions que je vais partager avec vous ne sont pas purement théoriques, parce que ce sont plutôt des êtres humains, des poètes, des amis que je vais vous parler. Et le lien qui m'est muni, qui me relie à la littérature ukrainienne aujourd'hui, c'est pas un lien théorique, mais plutôt un lien d'amitié, en fait, et l'expérience commune que nous partageons. Cette expérience commune, c'est surtout et avant tout cette expérience de voyage commun à la ligne du front que nous faisons avec l'équipe de PEN Ukraine pour visiter des zones proches de la ligne du front. Nous apportons des livres, nous apportons de l'aide humanitaire, nous apportons aussi l'aide aux militaires. Et donc cette expérience des heures et des heures au volant de notre voiture avec Volodymyr Renault Trafic, avec quelques écrivains derrière, c'est une expérience des restaurants de route qui ne sont pas nombreux dans les zones de guerre. Vous pouvez imaginer ces expériences des nuits passées dans les hôtels et des échanges que nous avons quand nous attendons des détonations, parce qu'il y a des explosions aussi dans les villes que nous visitons. Donc tout ceci est très concret et très humain en fait. Et donc c'est aussi l'expérience de communication avec des témoins et victimes aussi de l'agression russe, puisque lors de ces voyages, nous communiquons beaucoup avec les gens qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre de cette agression-là. Et donc c'est essayant de surmonter ce traumatisme, donc ces communications avec les poètes, les écrivains ukrainiens que ça se passe en fait. Je commencerai par évoquer quelques évidences à mon sens. Et donc la première évidence, que la guerre, bien sûr, et tout d'abord, elle impose le silence. Fin de l'alerte dans la région de Kiev. Et si la guerre impose le silence, c'est tout d'abord parce qu'il tue les écrivains. L'histoire de Volodymyr Vakulenko, qui était déjà évoquée aujourd'hui par Alexis, écrivain que nous connaissions avant la guerre comme écrivain pour enfants. Nous avions à la maison son livre pour enfants intitulé Livre du papa. C'était un livre que nous avons lu à notre fille aînée Darina. Donc l'histoire tragique de cet écrivain Vakulenko était au centre de nos préoccupations durant tout le printemps et l'été 2022 lors de nos voyages à Kharkiv et dans les régions de Kharkiv. Volodymyr Vakulenko, originaire du village Kapitolivka, près d'Izium, région de Kharkiv, avait resté durant l'occupation dans son village natal. Il a été arrêté à 2 fois d'affilée par les occupants et il n'est pas rentré après cette deuxième arrestation, et c'est après plusieurs mois que sa famille, notamment sa mère et son fils adolescent Vitali, qu'ils ont appris en fait que ce corps retrouvé dans la forêt Izium sous le nombre 319, ce corps qui a été torturé et qui a été, le corps, il a été tué par 2 balles, il lui appartenait. C'est aujourd'hui que nous avons appris, c'est aujourd'hui dans les actualités ukrainiennes. Voilà, déjà en assistant au colloque, j'ai lu l'actualité que la justice ukrainienne avait déjà identifié 2 personnes qui étaient en rapport avec ce meurtre. Donc, bien sûr, ils ne sont pas dans les territoires que l'Ukraine contrôle, mais ils ont été identifiés. Et donc, pendant l'occupation, Vakulenko écrivait son journal. Son journal s'intitulait « Journal de l'occupation ». On savait qu'il l'écrivait parce qu'il l'a dit à ses proches. On savait qu'il l'avait enterré dans le jardin de la maison de son père. Il a dit à son père, on le savait aussi, que dans son journal, on entre quand ils reviennent. Alors les Ukrainiens ont libéré la région de Kharkiv en septembre
2022. Et donc cette parole enterrée dans la terre, elle en est revenue de la terre. Et donc littéralement, ce n'est pas une métaphore, c'est une parole qui était enterrée et c'est une parole qui était revenue de la terre. Et donc si elle est revenue de la terre, c'est grâce à une autre écrivaine, notre amie Victoria Amelina, qui était une des premières d'ailleurs d'entrer dans ce village de Kapitolivka libéré. Et donc elle a creusé avec ses mains, ensemble avec le père de Vakulenko, la terre pour retrouver ce journal. Elle a retrouvé ce texte, elle l'a transféré au musée littéraire de Kharkiv. Les amis, toute une équipe d'amis se sont chargés pour éditer ce livre. Et donc Victoria a même rédigé une préface à ce livre. Ce préface, un très beau texte, il date de 1er juin 2023. Et ce texte, ce livre, il a été présenté dans l'arsenal de livres, ce festival annuel de la littérature qui a eu lieu cette année à Kiev, malgré la guerre. 2 jours après la clôture de ce festival, le 27 juin 2023, Victoria a été tuée, vous le savez déjà, à Kramatorsk par un missile russe du type Iskander dans un restaurant qui s'appelle Ria Pizza, un restaurant que nous connaissons très bien parce que nous avons passé nous-mêmes beaucoup de temps dans ce restaurant lors de nos voyages à l'Est. Victoria a été sévèrement blessée à la tête, elle était dans le coma, elle était transférée à l'hôpital à Dnipro. Et avec une poignée d'amis, nous sommes partis à Dnipro pour être avec elle. Et pendant des heures et des heures, nous restions à côté de son lit en espérant l'impossible. Elle a succombé à ses blessures 1er juillet 2023, le jour d'anniversaire de Volodymyr Vakulenko, l'écrivain dont elle a sauvé le journal de l'occupation. Et Victoria Amelina, vous le savez, elle écrivait son livre à ce moment-là. Elle écrivait son livre directement en anglais qui s'intitule en anglais Looking at Women, Looking at War. Et après sa mort, nous devons le publier. Nous devons arracher ces pages, voilà, les pages de ce livre à la mort et à l'oubli. Voici le modus operandi, en quelque sorte, de la littérature ukrainienne depuis pas mal de décennies, voire des siècles. On arrache les pages de nos écrivains à l'oubli et à la mort. Ce n'est pas, certes, ce n'est pas la première fois qu'on le fait dans l'histoire ukrainienne. On l'a déjà fait après la Renaissance fusillée. Voilà, donc tous les auteurs, dont une grande partie étaient de Kharkiv, que nous visitons souvent. Cette Renaissance fusillée des années 1920-1930, on le faisait aussi pendant le régime totalitaire soviétique. Aujourd'hui, grâce aux efforts de Konstantin Sigov et sa maison d'édition Esprit et la Lettre, vous pouvez lire à l'édition bilingue notre poète, un des poètes les plus marquants du XXe siècle, Vassil Stous, dans la traduction de Georges Niva. Et nous allons avoir cette soirée de lecture de cette poésie. Mais Vassil Stous était aussi tué par ce système totalitaire du XXe siècle. Il est important de faire attention à cette continuité historique, parce qu'elle est là aujourd'hui. L'agresseur russe, non seulement il tue des civils, des militaires, des femmes, d'enfants, les enfants, il veut aussi effacer tout un pays, toute une culture, et chaque auteur ukrainien aussi. Et Victoria Amelina a très bien saisi ce sentiment d'être visé par un agresseur dans son poème que je vais vous citer. Il est court dans la traduction de mon collègue Alexis Audonnet. L'alerte aérienne résonne dans tout le pays, comme si à chaque fois il nous mène à l'exécution. Tous, mais il vise un seul. Généralement, c'est lui qui est au bord. Aujourd'hui, ce n'est pas toi. Fin de l'alerte. Fin de l'alerte comme tout à l'heure. Selon le monitoring de PEN Ukraine, 70 artistes, y compris aussi les écrivains, sont déjà tués depuis la grande invasion russe qui avait commencé le 24 février 2022. Et les livres, vous savez, ils sont tués eux aussi. Nous avons vu de nos propres yeux à Dnipro, dans le musée littéraire de Dnipro, un livre qui est venu dans ce musée de Dnipro depuis le village qui s'appelle Snigurivka,
nord de la région de Mykolaïv, sur la route vers Kherson. C'était un livre sur café, Lviv, un livre plutôt léger qui portait un trou d'une balle juste au milieu de ce livre. Donc c'était un livre de cette balle était tiré délibérément contre ce livre. Nous avons vu des dizaines de bibliothèques dans la région de Kharkiv, dans la région de Zaporizhia, dans la région de Kherson, des bibliothèques qui sont détruites. Et c'est très tragique de voir des cadavres de livres que nous voyons dans ces bibliothèques-là qui sont complètement détruits. Et on était sur notre chemin depuis Kiev vers Paris, avant-hier, quand nous avons appris que la bibliothèque que nous connaissons bien, la bibliothèque dans la ville de Kherson, qui est bombardée en permanence depuis plusieurs mois, donc cette bibliothèque a été touchée encore une fois par un bombardement russe. Et donc, encore des centaines de milliers de livres qui ont été tués après être publiés. Donc, la parole pendant la guerre, elle est aussi tuée par trop de stupeur face à la guerre, en tout cas au départ. La guerre, quand elle arrive, dans un premier temps, elle vous coupe le souffle. Face à la destruction du monde que vous observez en temps réel, il n'en reste que parfois, dans un premier temps en tout cas, que des cris, des onomatopées, des injures aussi, bien sûr, contre l'ennemi. Et l'expérience de la violence extrême, elle mène vers le repli contre soi-même. La parole est en exil, elle déserte, elle ne vient pas au rendez-vous avec inspiration. C'est un état de lieu qui était bien fixé dans un poème d'une jeune poète ukrainienne, Ella Yevtushenko. Le poème s'intitule Butcha, massacre. Ella Yevtushenko, jeune poète, aussi musicienne, traductrice, francophone d'ailleurs. À ma connaissance, elle est en train de traduire le Tréamont, Isidore Ducasse, depuis français, vers l'ukrainien. Et donc, je lis deux lignes de son poème que je traduis moi-même, Butcha, massacre. Il y a des corps et pas des mots. Pas des mots, il n'y a pas. Seuls les corps allongés. Et plus loin, elle écrit « La poésie est morte. Elle a été torturée à mort à Butcha et jetée nue dans la bouche d'égout. » La poésie est morte à Butcha, c'est une image forte, c'est une image qui rejoint l'interrogation bien connue par tout le monde de Théodore Adorno après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si la poésie était possible après Auschwitz, mais si on sait déjà la poésie et la littérature sont possibles après Auschwitz, ils sont possibles après Butcha, après Alep et après Mariupol aussi. Mariupol, une ville qui était déjà évoquée par Luba tout à l'heure, cette ville de 400 000 habitants dont 130 000 corps ont été déjà retrouvés dans les morgues locales. Ici, la poésie est possible après tout cela, c'est parce que la guerre, dans un deuxième temps, et là je viens à cette deuxième évidence, impose le documentaire. Puisque face à l'impensable, dans la situation de bouleversement total de la réalité, il y a cet instant de noter, cet instant de témoigner. Voici pourquoi Vakulenko, en occupation, écrivait son journal de l'occupation, l'écrivait. Ce n'est pas pour des figures de style, ce n'est pas pour la recherche poétique, c'est pour fixer le réel et pour le communiquer. Et à ce besoin de noter s'ajoute le sentiment aigu de vivre dans un temps historique et la prise de conscience de la grandeur de ce moment historique. Ce sentiment note à juste titre une autre poète ukrainienne que je vais citer, elle s'appelle Olena Pavlova. Elle écrit dans un de ses poèmes des lignes qui me touchent beaucoup. Elle écrit, je traduis, « Et chaque matin, les actualités donnent l'impression de feuilleter un manuel d'histoire. Et chaque semaine, ton pays a des frontières différentes. » Voici le sentiment qui habite les poètes et les écrivains ukrainiens aujourd'hui. Donc on prend la plume, bon on ne prend pas la plume aujourd'hui, on prend un téléphone portable, ce qu'on a sous la main et on note. Et d'où la renaissance du documentaire, des récits autobiographiques, des chroniques et des témoignages qui sont livrés par des écrivains et par des poètes. Et on trouve, il y en a légion, je n'aurai pas le temps d'évoquer tout ce qui existe, mais l'apogée, je trouve, de cette tendance documentaire se trouve dans le livre de notre ami écrivain, aussi membre de PEN Ukraine, Alexandre Mekhed. Son livre s'intitule Nom d'appel pour Job.
C'est un livre encore en ukrainien, il sera traduit en anglais très bientôt. C'est son livre documentaire qui décrit en fait la première année de l'invasion russe. Alexandre Mikhed il habitait à Rostomel, cette ville satellite de Kiev où se trouve l'aéroport militaire ukrainien que les Russes voulaient tout de suite prendre d'assaut dans les premières heures de cette invasion russe. Et vous savez, grâce à cette résistance acharnée, les Ukrainiens n'ont pas réussi. Mais ils étaient quand même là, ils ont détruit énormément de maisons, et notamment la maison d'Alexandre Mikhed. Elle raconte toutes ces histoires-là d'une manière absolument documentaire, mais il y a un chapitre qui est particulièrement déchirant. C'est un chapitre consacré à son ami. Son ami s'appelait Victor Onisko, qui tombait au combat la veille du Nouvel An 2023. Et donc, pour rédiger ce chapitre, Alexandre Mikhed s'adresse à la femme de son amie. Elle s'appelle Olga Berzou, elle est programmatrice de festival de cinéma, responsable de la section de cinéma à l'Institut ukrainien. En tout cas, elle travaillait là-bas avant. Donc, Olga lui envoie 208 pages, en fait, pas des pages, mais des captures d'écran de Messenger Signal qui représentent sa correspondance avec son mari, qu'il a transformé cette correspondance en une espèce de PDF qui ressemble en quelque sorte à cet album familial parce qu'il y a aussi des photos. Et cet échange épistolaire entre deux êtres, mari et femme, où Marie raconte 40 jours de la libération de Kherson, elle raconte aussi des semaines et des semaines de la défense de Solidar, cette ville à côté de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine. Et donc Mikhed transforme cette correspondance privée en chapitre de son livre, en citant cette correspondance d'une manière absolument abondante. Il termine ce chapitre déchirant par ces phrases. Là, je traduis. « Je lis votre amour, je lis ta guerre. Il y a une pierre qui grandit entre mes côtes. » Et la guerre enfant, et c'est la troisième évidence qui est importante, impose la prolifération de la forme courte. Bien sûr, il y a le livre de Mikhed, mais si on regarde ce qui est produit aujourd'hui, bien sûr, c'est tout d'abord la forme courte. Parce que c'est vrai, ce n'est pas le moment pour un Proust ukrainien, et ceci au moins pour deux raisons. Parce que tout d'abord, les poètes et les écrivains, ils n'ont pas le temps, parce que la poésie et les textes, ça s'écrit dans les tranchées, ça s'écrit aussi dans les voitures d'évacuation, ça s'écrit dans les voitures des volontaires, ça s'écrit lors des voyages que nous faisons avec Pen Ukraine. Nous avons vu avec Volodymyr, avec nos amis, des poètes écrire des poèmes. Par exemple, Katerina Michalitsyn, à l'heure de notre voyage à Kharkiv, avait écrit ce poème dans notre bus. C'était le poème qui commence par la ligne « Ne me suis plus, ma mort dorée ». C'est un poème d'ailleurs qu'elle avait récité à Kharkiv dans le musée, dans l'appartement de Chevelov. Et c'est là, à ce moment-là, que notre idée d'organiser les lectures de la poésie avec la musique, accompagnée par la musique, ce format de kvartirnik que nous faisons à Kiev aujourd'hui, cette idée était née. Volodymyr était à jouer le piano et Katerina Michalitsyn lisait ce poème à ce moment-là. Donc voilà, il n'y a pas de temps pour écrire. Donc être poète aujourd'hui en Ukraine, c'est agir. Je me rappelle une phrase de Paul Valéry que je n'ai pas retrouvée pour vous citer correctement, mais de ma mémoire, je cite de ma mémoire, il a dit, je crois que c'était dans ses cahiers, que rien n'est plus misérable qu'un poète réduit au poète. Donc il voulait dire par cela, nous connaissons Paul Valéry, que voilà, en même temps d'être poète, il faut aussi savoir raisonner, donc il faut avoir cette raison. Pour un poète ukrainien, aujourd'hui, pour être poète, il faut aussi agir. Il y a ce mot « action » qui est important. C'est pour ça qu'on voit des poètes ukrainiens aujourd'hui faire des collectes de fonds pour acheter des voitures pour le front, pour chercher de l'aide humanitaire, se déplacer pour documenter des choses, etc., etc. Autre raison pourquoi il y a cette prolifération de la forme courte, c'est parce que la littérature, dans le temps de stress, elle est faite pour la communication. Ce n'est pas un monologue. On n'a pas le temps de faire des grands monologues. On a besoin de réactions, de contacts, maintenant parce qu'après, on ne sait pas, peut-être qu'il n'y aura pas d'après. Et donc, d'où la popularité, en fait, de ces échanges littéraires et de lecture des poésies partout. On était sur le chemin ici, à Paris, quand j'ai vu qu'à Kherson, une ville que nous avons visitée il y a à peine 10 jours, il y avait une soirée poétique en présence de 4 poètes
importants écrivains aussi, Jadin, Sergei Jadin, Irina Tsile, Klubka et Yarina Tchornogouz. Ils étaient à Kherson et la salle était pleine. D'ailleurs, elle était beaucoup plus pleine que notre salle aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle, ils étaient à Kherson, une ville qui est bombardée tous les jours, où les gens se déplacent tout près de deux murs pour ne pas être touchés par hasard par les obus qui sont vraiment partout. Et donc, mais il y a ce besoin de la poésie et les gens, le public vient en abondance pour écouter la poésie ukrainienne à Kherson sous les bombardements russes. Donc, il n'y a pas de Hemingway pour l'instant. Et quand on nous demande où est le Hemingway ukrainien, Pavlo Kazarin, notre journaliste, aussi lui écrivain, essayiste, il a répondu lors d'un festival en Allemagne. Voilà, il a dit « Notre Hemingway est dans les tranchées à l'Est. » Il appelle un remarque ukrainien pour lui demander s'ils ont suffisamment de munitions. Voilà, ils sont là, nos Hemingway et nos remarques pour l'instant. Saigon, un autre auteur très important, ukrainien, voilà, de son vrai nom, il s'appelle Sergei Leshchenko, il n'est pas encore traduit en français, mais ça viendra. Il a dit dans un podcast avec Vadim Karpiak, notre ami, une chose absolument intéressante. Saigon, il est à la guerre depuis 2015, et donc il a dit que nous avons l'impression, durant les derniers mois, d'être dans les Verden ukrainiens, c'est-à-dire que l'artillerie est tellement lourde qu'on devient fou. Et moi, pour ne pas devenir fou, ce que je fais pendant qu'il y a cette artillerie de l'ennemi qui nous frappe en permanence, je pense à mes futurs romans. Imaginez-vous, à une seule journée, j'ai inventé 13 synopsis de mes futurs romans. Je vais les écrire, je ne vais pas les écrire maintenant, je n'ai pas le temps de le faire, je vais les écrire beaucoup plus tard, après la victoire bien sûr, après que cette guerre soit terminée. Et donc, il n'est pas le seul, Saigon, à réfléchir à cette grande forme, à ces romans à écrire dans les tranchées, puisque uniquement dans le PEN d'Ukraine, il y a 13 membres de notre organisation qui sont dans l'armée ukrainienne aujourd'hui. Et donc, en attendant la prolifération de la forme courte, et aussi ce fantasme sur la parole poétique comme si elle pouvait être une arme. Écoutez Katerina Kalitko, grande poète ukrainienne, prix Shevchenko 2023, qui écrit dans un de ses poèmes, je traduis, « Voici une langue pour toi, femme, tire avec elle, défends-toi jusqu'à dernier souffle et ne les laisse pas approcher. » Galina Kruk, citée aujourd'hui, poète, traductrice dans sa postface au recueil poétique de la poésie moderne Entre les sirènes, qui était d'ailleurs son discours à l'ouverture du 25e Festival littéraire de Berlin, écrit « Je regrette que la poésie ne tue pas ». Donc il y a ce côté court, en fait, documentaire, mais à mon sens, il transcende le particulier, il transcende ce particulier, ce empirique pour arriver à l'éternel, exactement de la fameuse formule de Charles Baudelaire, poète français que vous connaissez, que la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut lire, par exemple, le recueil d'une poète ukrainienne, Yarina Tchornogouz, notre étudiante à l'Académie Mohyla à Kiev, son recueil d'Azaïn, Défense de la présence, qui est écrit dans les tranchées, qui est écrit sur les genoux, entre les opérations militaires, mais vous n'allez pas trouver là-bas les descriptions des batailles auxquelles elle participe. Vous allez trouver, par contre, et là je cite, « Ma vérité personnelle », c'est Yarina qui écrit, « Ma vérité personnelle sur la mort, l'amour, la frontière où se produit la connaissance. Un tel triangle de la guerre. » Donc voilà, elle touche à l'essentiel, elle touche à tout ce qui est dans la poésie, l'éternel et l'immuable. Et écoutez quelques lignes de Yarina Tchornogouz. Si toi et moi restons à vie, je vais essayer, pour la première fois de ma vie, planter une plante dans un champ non miné, avec les mains d'une habitante de la ville, qui seulement avec l'événement de la guerre a vu ce que se cachait sous l'asphalte. Ou encore deux autres lignes. Nous attendons qu'il nous tire dessus pour rendre l'amour visible. Mon intervention s'intitule « Littérature face à l'abîme ». Je vais parler de la littérature, je vais parler de ce silence imposé par la guerre, je vais parler de ce côté documentaire,
documentaire. Je vais parler de cette forme courte, mais il faut parler aussi de l'abîme. Il faut aussi parler du fait que si toi et moi, nous restons en vie, et donc de ce véritable abîme qui dévore un par un nos civils, nos femmes, nos enfants, nos poètes. Il y a déjà des poètes et des auteurs ukrainiens qui sont tués dans cette guerre. Et je terminerai mon discours par citant le poème d'un jeune poète ukrainien qui s'appelle Arthur Drogne. Il a 22 ans. Il est dans l'armée. Il fait face à cet abîme tous les jours. Il sait exactement de quoi il écrit. Donc, je cite son poème. Saint Jean-Paul II a dit à Lviv pendant les temps anciens et gratuits. La pluie tombe, les enfants grandissent. Saint Jean-Paul II, j'ai grandi sous cette pluie. Mais maintenant, nous vivons un tel hiver et tout demande un tel prix que seule la neige et les soldats tombent. Les soldats tombent, les enfants grandissent. Les soldats tombent, les enfants grandissent. Arthur Drogne, jeune poète ukrainien, littérature face à l'abîme. Merci de votre attention. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce podcast, vous avez entendu la voix de Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de l'UkraineWorld.org, président d'UPenn Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.